Les aventures perdues d'Ulysse Héros-Omnibus. 4e épisode. Ta gueule, le chat. Venez découvrir les aventures perdues d'Ulysse Héros-Omnibus. Une expédition sonore des Matacumbers, sans bouger de chez soi. Au milieu de la pile se trouve un carnet gris à l'aspect farouche. Voyons ce qu'il contient. Vertedero. Connaissez-vous cette île perdue au large de Bornéo? Et surtout, savez-vous ce qu'elle abrite? Venez explorer la seule jungle urbaine au monde. Il est des paysages qui se dévoilent tout entiers au premier regard. Des horizons facilement aimables et qui font de gentilles cartes postales au dos desquelles on peut écrire, sans crainte de déséquilibrer l'ensemble, de consternantes banalités sur la douceur du climat et la gentillesse naturelle des autochtones qui n'ont rien mais donnent tout. Plus jolis que réellement beaux, ce sont généralement des panoramas de plages toutes semblables, où le sable se doit d'être blanc et l'eau turquoise. Ou alors de dites majestueuses montagnes dont la pointe se doit d'être couverte de neige qu'on croyait éternelle et qui ne le sont plus. Sur ces images, on trouve donc parfois un quelconque relief, mais jamais aucune profondeur. Elles doivent être inoffensives et on comprend pourquoi. Décoratives, destinées à agrémenter la morne porte d'un frigo. Elles ne cherchent surtout pas à déclencher un émoi trop intense et autres syndromes de Stendhal. Et qui serait assez fou pour prendre le risque de tomber en syncope au moment de prendre son petit déjeuner? Faites-en l'expérience. Tentez d'envoyer la photo d'une obscure forêt de sapins par une brumeuse nuit d'orage à vos collègues de travail. Elle suscitera au mieux un rire gêné, au pire un mépris souverain. De manière générale, mieux vaut être original comme tout le monde et se contenter de scènes aussi fades que bucoliques. Ce n'est pas là ce que recherche le véritable esthète, qui sait que le sublime peut naître de la désolation la plus totale, pour qui veut bien s'y attarder assez longtemps. C'est le cas de l'île de Vertedero, qui ne se révèle qu'aux curieux les plus audacieux. Sur une carte, elle n'est qu'un minuscule point parmi des milliers d'autres, presque une tache. Son nom n'est pas plus engageant, Vertedero. Venant de l'espagnol, il signifie l'île du dépotoir. Aperçue de loin, depuis un bateau égaré, elle ressemble à n'importe quelle île déserte rocailleuse. Une masse grise, s'élevant à peine au-dessus du niveau de la mer. Un gros rocher. Vu de plus près, on pourrait croire à un complexe industriel abandonné, où la nature n'aurait pas repris ses droits, car on n'y trouve aucune trace de feuillage. Pas la moindre touche verte dans ce paysage désolé. Le lieu rêvé pour les adorateurs de bâtiments désaffectés, en somme. Malgré cela, ces derniers l'évitent, car en se rapprochant de la côte, on commence à percevoir un incessant brouhaha, digne des plus grandes villes, et laissant supposer que l'île est toujours en activité. En un sens, c'est le cas. Pour connaître réellement Vertedero, il faut y poser le pied et s'enfoncer plus avant dans ces terres. Bien que dès l'abord tout semble ici crier « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ». La plage est faite d'un sable noir, comme le charbon, qui tranche avec les étranges colonnes grises qui la bordent. Au premier coup d'œil, on dirait des piliers de béton de taille et de diamètre divers, et ce n'est pas complètement faux. Mais à y regarder de plus près, on décèle de nombreuses variations de teintes et de textures. On y décèle... Non, ça paraît impossible. Pourtant, à bien y regarder... Oui, on y décèle de la vie. Ce sont les troncs d'arbres impossibles, dont les feuilles semblent être des lambeaux de bâches en plastique. Aux branches de certains se trouvent même des fleurs de canettes déchiquetées, alors que sur d'autres on découvre des boîtes de conserve, comme autant de fruits attendant d'être cueillis. À leurs pieds, un entrelac de tuyaux de plastique de largeurs diverses. Ce sont leurs racines qui s'enfoncent dans un sol fait de gravats, de sable, de ciment. Voilà le secret de Vertedero. Sur cette petite île, au large des côtes de Bornéo, se trouve l'unique jungle urbaine au monde. Littéralement. Il serait trop long de rendre compte de l'ensemble de la flore présente sur cette étroite bande de terre perdue dans le Pacifique, tant elle est diverse et variée.
Mais laissez courir votre imagination autant que vous le pourrez, et vous serez encore loin du compte. En plus de tous ces arbres, représentez-vous des buissons en fil de cuivre aux feuilles faites de sacs poubelles multicolores, des fleurs d'emballage de carton, des lianes en câbles électriques. Penchez-vous pour admirer le sol. On y trouve diverses formes de lichens en laine de verre ou de fer, ainsi que ce qui ressemble à de gros chewing-gums encore un peu gluants, qui sont en fait de curieux champignons à la saveur suave. Au-delà de la forêt se trouvent des marécages crayeux au sable mouvant faits de plâtre trop liquide, où gisent des tiges de métaux rouillés comme autant de branches mortes. Ici, une grosse poubelle ronde à l'ouverture ovale. Mais ne vous amusez pas à glisser la main. C'est une plante carnivore qui dévorerait l'imprudente en se refermant sur elle. Là-bas, une colline au sommet enneigé. De la neige en plein milieu du Pacifique. Ah, pas exactement. C'est l'éclosion des bonbonnes de spray isolant qui explosent, arrivées à maturité, et recouvrent tout ce qui les entoure de mousse expansive. Et il y a tant d'autres merveilles à découvrir. Mais plus exceptionnel encore que la flore de l'île, il y a sa faune. Plongez dans les eaux qui l'entourent. Vous découvrirez de majestueuses méduses ainsi que des bancs de sardines scintillantes. Ce sont des sacs plastiques doués de volonté et des feuilles d'aluminium pliées, splendides origamis de poissons. Sur la plage courent se cacher quelques Bernard l'ermite. Ils sont semblables aux nôtres, à ceci près qu'ils sont faits de fragments de métal, que leurs carapaces sont des cônes de travaux orange et blanc. Et dans les airs volent des oiseaux au bec étrangement courbé. Ce sont de lourds marteaux aux ailes de tôle ondulées. On peut entendre leur chant de loin. Ils ressemblent aux cris des sirènes d'ambulance, ou de pompiers pour certains, de sonneries de téléphone pour d'autres. Tout à coup, vous entendez le tac, tac, typique d'un marteau-piqueur. C'est le pic-vert local qui creuse son nid. Regardez maintenant dans les plaines de l'île. Ce ne sont pas des simples carcasses de voitures que vous voyez, mais des voitures sauvages qui s'abreuvent au bord de lacs d'hydrocarbures, avec leurs petits qui ne sont encore que des quads, mais deviendront à maturité de flamboyants bus scolaires. Écoutez le klaxon résonner dans la nuit, pendant la période des amours. C'est le brame du 4x4 sauvage qui cherche à séduire sa femelle. Est-ce une girafe là-bas, au loin ? Non, c'est une nacelle élévatrice de chantier dans son habitat naturel. Voyez son cou se déplier pour atteindre les feuilles les plus hautes. Sentez vibrer le sol au passage des métros souterrains, gigantesques vers qui avalent la terre sous vos pieds. Enfin, quand tombe la nuit, admirez le balai de lumière qui tourne autour de vous. Ce sont de petites ampoules aux ailes de plastique, cousines de nos lucioles. Reste l'ultime question que tout le monde se pose. Comment ? Comment un tel endroit peut-il exister ? À quel point faut-il tordre toutes les lois de la nature pour en envisager l'existence ? Est-ce seulement possible ? Ne serait-ce pas là le délire d'un explorateur fou pris d'hallucinations ? Non. Tout cela existe réellement et s'explique assez facilement. Voici comment. Voilà comment. Alors. Malheureusement, les carnets d'Ulysse n'ont pas toujours été bien conservés, et leur état se détériore avec le temps. À cet endroit du récit, hélas, le contenu des pages a été pratiquement effacé et n'est plus lisible. Nous espérons pouvoir le déchiffrer un jour avec l'avancée des technologies les plus modernes, afin de vous livrer le fin mot de cette histoire. D'ici là, eh bien, à vous d'imaginer le reste. Voyons ce que nous réserve aujourd'hui le courrier des lecteurs. Qui n'a jamais fini une randonnée sur les rotules, terrassé par les crampes et l'épuisement ? C'est apparemment le cas du petit Édouard P., qui nous a envoyé la lettre qui suit. « Cher maître, quel garçon poli, ayant perdu mon emploi, je me retrouve avec beaucoup de temps et d'envie de voyage, mais une très faible condition physique. Quels conseils pourriez-vous me donner pour ne pas m'épuiser lors de longues marches ? Eh bien, avant tout, mon cher Édouard, méfiez-vous des conseils que l'on retrouve dans des magazines et sur des blogs peu inspirés. L'entraînement, c'est bien joli, mais comme le dirait un ami à moi, s'entraîner, c'est tricher. Le pauvre homme est désormais cul-de-jatte, mais quand même, quel panache ! Revenons-en à votre question.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner afin de soulager vos jambes est on ne peut plus simple. Marchez sur les mains. Ainsi, vous fortifierez le haut de votre corps tout en épargnant le bas. En sus, vous ferez sensation auprès de vos corélégionnaires qui vous regarderont avec respect et envie. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures d'Ulysse et Rossomnibus. D'ici là, essayez de ne pas vous perdre, sauf si c'est ce que vous voulez. Un podcast Mataprod.